Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, débat avec, dans cette partie, on s'intéresse à ces requins de la fin de vie. Bonjour Jean-Luc Touly. Bonjour Valérie. Bonjour, vous participez régulièrement au débat de 11h. Vous avez longtemps travaillé dans le secteur de la distribution de l'eau, syndicaliste. Vous contribuez à dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements. Vous êtes président du FRIC, le Front républicain. C'est le Front républicain contre la corruption. Et vous avez été conseiller régional d'Île-de-France. On devrait avoir Roger Langlais avec nous, philosophe, journaliste, lanceur d'alerte depuis de nombreuses années. Tous les deux, vous publiez chez Michel Lafon un document tout à fait glaçant et saisissant sur ce que subissent nos aînés. On avait déjà une petite idée d'un certain nombre de choses, mais c'est un livre implacable sur les EHPAD, sur la tutelle et la curatelle, et puis sur le business des pompes funèbres. Ce sont les trois secteurs auxquels vous vous êtes intéressé, sur ce qu'on appelle cet or gris, c'est-à-dire cet argent qu'on peut se faire sur le dos des seniors. Pourquoi avoir commencé cette enquête, Jean-Luc Touly? Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est malheureusement le décès de mon père et ensuite le fait que ma mère soit dans un EHPAD. Et donc, j'ai vécu, si vous voulez, très vite toutes ces difficultés. Et donc, j'en ai parlé à Roger Langlais et on s'est dit, on va faire une enquête sur est-ce que c'est un cas unique ou c'est quelque chose d'un petit peu général, et qui sont derrière ces EHPAD, qui sont derrière le marché du funéraire. Voilà, c'est à partir de ces choses-là que on a été voir notre directeur de publication, Laurent Boudin, chez Michel Lafon, et qui nous a tout de suite dit allez-y, faites cette enquête. Et donc on a mis quasiment 2 ans. Ça nous a retardé parce que on devait le sortir plus tôt, mais du fait du Covid, on s'est dit probablement ça va encore malheureusement aggraver la situation de nos seniors. Absolument, c'est ce que vous racontez dans le livre. Il y a effectivement toute la partie Covid dont on a beaucoup entendu parler, mais vous avez énormément de témoignages dans votre livre. Roger Langlais, c'est difficile d'enquêter sur ce secteur. Bonjour à vous. Bonjour, vous m'entendez là? Oui, on vous entend très bien. Alors, c'est difficile parce qu'il y a de la part des employés et même des pensionnaires des EHPAD, ils ont peur des représailles. Alors, le personnel soignant qui est carrément en sous-effectif et souvent mal formé, etc., ils ont peur des représailles de la direction. Et quant aux pensionnaires, ils ont peur des représailles du personnel soignant, justement, quand ils se plaignent. Et Dieu sait, malheureusement, si les objets des plaintes, si le motif de se plaindre sont énormes, aussi bien pour le manque de qualité de l'alimentation, les repas sautés, le manque d'hygiène, beaucoup restent toute la journée avec leurs couches-culottes, pour ne donner qu'un détail, le manque de toilettage, toutes sortes de maltraitances insidieuses, souvent d'ailleurs à l'insu de la famille, parce que souvent les pensionnaires n'osent pas se plaindre. Ils n'osent pas se plaindre même auprès de leurs proches, de peur là aussi d'une cascade de représailles s'ils se plaignent auprès de la direction, etc. Donc on est dans une situation mais vraiment odieuse, insupportable. Oui. Vous dites d'ailleurs la survie en EHPAD est liée à l'importance des effectifs et à sa qualité. Et on voit que le gros problème dans les EHPAD, c'est le manque de personnel. C'est vraiment ce qui apparaît le plus. C'est le manque de personnel et on peut dire que d'une certaine façon, la volonté de rentabiliser les établissements, alors surtout dans le secteur privé évidemment, qui est d'ailleurs 2 fois plus cher que dans le public, la volonté de rentabiliser à outrance, de faire du profit en fait sur les pensionnaires, fait que ça transforme leur vie en véritable enfer. La personne âgée devient un produit qu'il faut presser comme un citron le plus possible en réduisant les coûts. Imaginez un peu les repas à moins de 2 euros. Vous dites entre 2 et 4 euros, quoi. Ouais. Entre 2 et 4 euros, même pas 5 euros la journée. Pourquoi ça coûte si cher un EHPAD? Parce que les grands groupes se font tout simplement de l'argent à outrance sur les personnes âgées qui sont dans leurs établissements. C'est ça la réalité. Et donc même le personnel en souffre la plupart du temps, quand il n'est pas lui-même maltraitant, parce qu'il doit aller trop vite, parce que ça devient des brutalités.
tout simplement, toute la journée, les gestes même de nettoyage, ou qui devraient être bien traitants, deviennent des brutalités. Et puis un certain nombre de personnels pètent les plombs, d'ailleurs, dans cette situation, deviennent odieux, agressifs. Enfin, on y perd sur toute la ligne tout ça. Alors, il y a une chose sur laquelle, j'étais un peu dubitative, c'est vous taclez énormément le secteur privé, la rentabilité évidemment, mais pour avoir interrogé des responsables, en fait le prix n'a pas forcément toujours de rapport. C'est-à-dire qu'on peut être dans un EHPAD très cher et être maltraité, et dans un EHPAD moins cher être bien traité. Il y a des EHPAD publics qui sont absolument terrifiants et des EHPAD privés qui sont très bien. Donc pas jeter l'opprobre peut-être non plus que sur ces grands groupes que vous épinglez à juste titre pour certains d'entre eux, mais c'est pas forcément une règle. Alors, la différence de prix s'explique notamment pour des raisons géographiques, c'est-à-dire que si vous êtes dans des grandes villes et en Île-de-France, si vous voulez, la moyenne c'est presque 3 000 euros jusqu'à 6 000. Et vous allez en province ou dans des coins un peu plus retranchés entre guillemets, là vous allez avoir 1 600, 2 000 euros. Bon. Mais ce qui fait aussi la différence de prix, c'est que par exemple un EHPAD qui aurait peu de personnes dépendantes. Quand je dis peu de personnes dépendantes, c'est-à-dire des gens qui peuvent se mouvoir par eux-mêmes, soit par un déambulateur, soit par des cannes, etc. Là, vous allez avoir un prix plus faible que lorsque le taux de dépendance, donc des personnes qui sont alitées, il y aura des différences énormes, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs. Donc là aussi, il y a une injustice, puisque quand vous mettez votre parent âgé qui est tout seul, souvent parce que son conjoint est décédé, eh ben vous ne savez pas comment vous allez au plus proche pour essayer de les voir autant que possible. Mais là, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comparer. Si vous n'avez pas ces informations. Et donc, j'ai été dans ce cas-là, où, par exemple, Antony, les tarifs sont autour de 3 400 euros, et à Sceaux, qui est un EHPAD beaucoup plus luxueux, on est plutôt à 2 700, vous voyez, mais parce qu'ils n'acceptent pas des personnes trop dépendantes. Alors, il y a une chose aussi importante, quand même très importante pour le secteur privé, c'est la volonté, voire l'obligation de redistribuer aux actionnaires au maximum. Et on a une montée ces dernières années des actions. Alors là, ça s'est retassé avec la crise du Covid, mais on a une montée des actions. Et cette nécessité de redistribuer à des actionnaires qu'on n'a pas dans le public fait que, précisément, on a une pression à la rentabilité très supérieure quand même dans le monde privé. Pour un prix, évidemment, du coup, aussi très supérieur. Ouais. Vous dites que les EHPAD sont des zones de non-droit. Absolument. C'est malheureusement le tabou. Il y a une indifférence morbide, d'une part de la part des familles, mais de l'ensemble de la société. La vieillesse fait peur. On ne veut pas la voir. On la relègue de plus en plus. Et plus on fait ça précisément, plus ça devient tabou. Et résultat, on est dans un monde où les personnes âgées peuvent pas se plaindre, ont peur de se plaindre. Le personnel lui-même est rivé à son silence professionnel, de peur de représailles, même si la loi normalement les protège. Donc tout le monde se tait. La rentabilisation est à fond et résultat, le droit est transgressé. Tous les rapports, les inspections, etc. Chaque année, on a de nouveaux rapports avec l'engagement d'améliorer la situation, parce que tout le monde devient vieux un jour. À l'EHPAD, on est tous destinés à terme à y passer. Bon, autrement dit, si on fait rien, demain, on va finir dans des conditions. Alors, pas forcément. On a quand même une grande partie de la population qui meurt en EHPAD ou à l'hôpital aujourd'hui. Bon, mais c'est vrai. On a Michael qui travaille, je crois, en EHPAD, auprès des personnes âgées, me dit comment se fait-il que l'État finance le personnel médical dans les EHPAD privés et que ces mêmes EHPAD privés sont en manque de personnel médical. Et c'est vrai que Corinne nous dit, mais où va l'argent? Quand on voit, vous évoquiez 2 000, 3 000, 4 000 euros, qu'on voit des repas à 2 euros, qu'on voit qu'il y a une personne, une infirmière, pour ce que vous dénoncez dans le livre, je crois que tous les gens qui ont été confrontés à ça se reconnaissent, une infirmière pour 4 étages, un médecin fantôme qui n'est pas là. Comment ça peut continuer comme ça? Et effectivement, où va l'argent à part dans les poches des actionnaires? Alors, il faut rajouter une infirmière, si vous voulez, qui est souvent en Île-de-France, d'origine subsaharienne, avec des salaires qui atteignent à peine le SMIC pour des horaires absolument
colossaux. Hein, c'est pratiquement de 8h à 20h. Hein. La nuit, malheureusement, il n'y a souvent qu'une seule personne pour plusieurs dizaines, voire une centaine de résidents. Le médecin qui est là n'est pas un véritable médecin traitant, c'est un médecin coordinateur, donc plutôt administratif. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là, bout à bout, avec les frais aussi supplémentaires du pédicure, de la coiffure, il faut tout payer en plus. Hein. Et donc, quand vous voyez les bénéfices colossaux des grands groupes, dont un certain nombre de conseillers en patrimoine recommandent à leurs investisseurs d'aller placer leur argent parce que c'est très rentable, et quand vous voyez qu'il y a certaines participations financières des familles les plus riches de France, comme Bernard Arnault, Wertheimer, Hermès, Pinault, on se dit effectivement ça doit être très lucratif. Et c'est ça qui est quand même une contradiction. Quelle est la solution? Je veux dire, à quel moment il y a une prise de conscience? J'imagine que vous avez souri, j'ai envie de dire jaune, quand vous avez vu le président de la République aller dans un EHPAD avec des personnes âgées qui faisaient du judo. Quand on voit qu'ils n'ont même pas le temps de les lever la plupart du temps et de les emmener aux toilettes, effectivement, un EHPAD modèle, c'est toujours formidable. Oui, alors c'est de la communication politique. Derrière la communication politique, c'est là où notre enquête vraiment s'imposait, c'est qu'on voit tout simplement l'horreur. Il faut appeler un chat un chat. Hein, c'est l'horreur, les trafics entre les directeurs d'EHPAD et les tuteurs, avec des dessous de table qui s'entendent, vous voyez, pour placer les personnes qui sont sous tutelle. Là aussi, il y a des réseaux absolument incroyables. Ça, c'est l'autre partie de votre livre. Voilà, et le manque de contrôle dans ce monde des EHPAD, des tutelles qui se refilent les marchés des vieux, quoi. Faut appeler un chat un chat. C'est tout simplement une condition horrible. Les personnes âgées déjà souffrent du fait de la condition naturelle, on va dire, du vieillissement, mais là on fait de leur fin de vie un véritable cauchemar par tous les bouts. Oui, alors je vois les réactions indignées de nos auditeurs à qui ce que vous dites fait évidemment écho. Une auditrice nous dit: ce n'est pas normal, nos aînés doivent être traités avec dignité. Alors il faut lire votre livre, Les requins de la fin de vie. Moi j'avoue que je ne connaissais pas la situation des tutelles. Alors les EHPAD, vous dites, sont des lieux de non-droit, et les tutelles, c'est une véritable mafia. Absolument. Ça peut vous arriver, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une voisine saisisse un juge des tutelles et vous pouvez être mis sous tutelle. Vous racontez des histoires absolument incroyables et glaciales de personnes âgées qui ont été mises sous tutelle contre leur gré et qui ont, pour certaines d'entre elles, pas réussi à se séparer à faire lever cette tutelle. Racontez-nous un petit peu rapidement, comment ça peut se passer. Alors c'est un parcours du combattant. Effectivement, la tutelle, on a même des témoignages où la mère est mise sous tutelle, par exemple, de façon totalement abusive, avec une expertise médicale qui se fait en quelques minutes, n'importe comment. On sent là la volonté de faire rentrer dans des tuyaux toutes ces personnes âgées qui vont du coup amener de l'argent, parce qu'on va leur prendre le contrôle de l'ensemble de leur budget ou de leurs avoirs. On revend leur maison, l'argent disparaît parce que les tuteurs sont pas contrôlés. La réalité, c'est qu'en France, il n'y a pas de contrôle, quasiment pas, des tuteurs. Même les juges des tutelles, finalement, se plaignent. Moi, j'en ai rencontré qui parfois pleurent le soir en rentrant chez eux du fait de la rapidité avec laquelle ils sont obligés de traiter les dossiers de mise sous tutelle, en sachant que derrière, il va y avoir des tuteurs sur lesquels on n'a pas de moyens de contrôle et qui s'enrichissent eux-mêmes en témoignent en off. C'est absolument invraisemblable. C'est un véritable business. Vous dites, vous donnez des conseils dans votre livre, et en particulier de refuser le médecin. Là aussi, ces médecins qui devraient être radiés, mais visiblement il y a eu des plaintes et il ne s'est jamais rien passé. Ces médecins qui viennent, qui font comme si de rien n'était et qui déclarent que la personne doit être mise sous tutelle. Donc il faut refuser. Refuser pendant un temps, parce qu'au bout d'un moment, sinon le juge prononce la vacance et là il décide tout seul. Il faut se battre. Il ne faut pas hésiter à prendre des avocats. Il y en a aujourd'hui qui se spécialisent dans ce domaine. Oui, il y a des associations. Il y a des associations très importantes, de joindre des associations, d'être bien conseillé, parce qu'on peut gagner du temps. On indique tout un tas finalement, il y a des stratégies à mettre en place qu'il faut connaître pour pouvoir résister aux abus tutélaires. On a même des cas où les enfants, se plaignant de l'abus et essayant de lutter contre ces décisions, se retrouvent eux-mêmes mis sous tutelle.
voyez, en déclarant qu'ils sont déficients ou qu'ils ont des comportements de délire. Et ça, c'est devenu insupportable. C'est une dictature qui, encore une fois, tombe sur les familles. Même les riches ne sont pas à l'abri, puisque les abus tutélaires, précisément, se font aussi sur des gens qui ont des avoirs, de façon à leur piquer leur fortune. Oui, Michael nous dit la mise sous tutelle, c'est une honte. Je gère une personne sous tutelle. Le tuteur n'est jamais passé voir cette dame. Ce que vous racontez dans votre livre, hein, des gens qui habitent à Paris, qui ont des tuteurs dans l'Oise. Quand je vais faire les courses, il y a souvent pas d'argent sur la carte de retrait. Et moi, auxiliaire de vie, je paie les courses de cette dame. Ça correspond à ce que vous rattrapez, à ce que vous racontez. Christine nous dit, moi, j'ai travaillé en EHPAD pendant 30 ans. Et si les familles se plaignent, c'est de la faute du soignant. La nourriture est horrible, manque de formation pour les soignants. Ils n'ont même plus leur liberté ni leur identité. Alors, heureuse que des journalistes en parlent, mais après, rien ne change. Il y a déjà des émissions qui ont été faites. Et effectivement, Sacha nous dit par où commencer. Il y a tellement de sujets et tellement de choses. Et puis, Sacha nous dit, et l'acharnement thérapeutique, vivre à tout prix. Effectivement, certaines personnes âgées, c'est un autre sujet. Le dernier volet de votre enquête, je le rappelle, hein, les requins de la fin de vie, c'est chez Michel Lafon, concerne les obsèques, c'est-à-dire évidemment la mort, ce que vous appelez le marché de la mort. Le bouquet final, mais le marché de la mort, où là aussi, énorme business avec beaucoup de précautions à prendre. Là aussi, il y a aussi des grands groupes comme les pompiers générales, mais il y a une particularité notamment en Ile-de-France. Je ne sais pas que je veux parler que d'Ile-de-France, mais il y a des syndicats intercommunaux dans l'eau, dans l'assainissement, dans les transports, dans les déchets, etc. Mais il y en a aussi dans le funéraire. Depuis 1905, très peu connu, une centaine de communes sont affiliées, sont adhérentes de ce syndicat. Et donc, ces communes qui sont adhérentes à ce syndicat conseillent fortement aux familles qui, malheureusement, ont un parent qui est décédé, d'aller vers, en général, justement, les pompes funèbres générales. Donc tout ça, effectivement, et quand on voit les factures, les services qui peuvent être rendus au moment du malheur, qui sont exorbitantes, hein, on arrive à 5 000, 10 000, 15 000 euros pour toute la cérémonie, l'enterrement, la concession, etc. Il y a tout un tas de choses où si vous êtes vraiment là, en difficulté, évidemment, hein, vous venez de perdre un proche, et là, on vous facture en vous disant on s'occupe de tout pour vous. Et là, derrière, encore des groupes, encore des actionnaires, pratiquement les mêmes que dans d'autres secteurs d'activité les plus connus, comme aujourd'hui avec l'affaire Veolia-Suez, on les retrouve aussi dans ces secteurs-là. Et avec toutes sortes d'abus de la part de ces sociétés privées de pompes funèbres qui passent de faux contrats, mais qui vous prennent l'argent, qui font croire que quand vous serez en âge, vos héritiers comme ça n'auront pas à s'occuper de vos funérailles, etc. Vous payez et vous n'avez rien à l'arrivée. On a toutes sortes d'abus pointés par la DGCCRF, pointés par tous les services de contrôle pour l'ensemble des contrôles qu'ils font, et on découvre des escroqueries tout le long du parcours. C'est là aussi manque de contrôle. Le législateur ne fait pas son boulot, puisque tout ça, quand même, EHPAD, tutelle et funéraire, on devrait avoir des lois et des organismes de contrôle qui font leur travail avec des sanctions. Mais bon, vous savez très bien que la DGCCRF a très peu, de moins en moins d'inspecteurs, et qu'effectivement, on est un petit peu les bras ballants. Il y a un auditeur qui nous demande si les décès en EHPAD à cause du Covid sont dus aussi à ces dysfonctionnements. Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, la pandémie et la mortalité donc très accrue du fait du Covid dans les EHPAD est un révélateur de la manière dont on précipite en réalité la mort des personnes âgées dans les EHPAD. Je rappelle que la moyenne de survie en EHPAD, c'est 3 ans et 4 mois. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a, du fait de la mauvaise qualité de la bouffe, la mauvaise qualité des soins, le manque de suivi médical, etc., on a une mortalité très accrue. Et ça, c'est pas nous qui l'inventons, ce sont les chiffres de l'adresse, etc., où les observateurs spécialisés observent bien cette corrélation. Moins on a d'effectifs et moins de qualité dans les EHPAD, et plus les gens y meurent rapidement. Et simplement sur le funéraire, je voudrais rappeler quand même qu'il y a des villes en France encore en régie municipale où l'enterrement est gratuit.
comme un Mouansartou, par exemple, dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est possible. Michael nous dit revalorisation salariale, formation des aides à la personne, auxiliaire de vie, soignant à domicile, Covid-19, aucune prime, aucune revalorisation salariale, aucune formation mise en place. On n'existe pas pour l'État français. Il dit qu'effectivement, M. Ruffin est le seul à avoir évoqué ces sujets, mais c'est une réalité. Si on manque de personnel, c'est aussi parce que les salaires ne suivent pas. Et c'est vrai que c'est... Mais vous êtes optimiste ou pas? Enfin, on ne peut pas être optimiste en fermant votre livre. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Comment on peut faire changer les choses? Alors, on donne beaucoup de conseils à chaque chapitre sur les EHPAD, sur le funéraire, etc. On donne beaucoup de conseils techniques, stratégiques. Alors après, il y a évidemment, pour améliorer l'ensemble, parce que c'est pas seulement individualiste comme parcours, même s'il y a des solutions individuelles, donc on explique, mais évidemment, faire pression sur le législateur. Il faut que ça fasse partie des programmes politiques aujourd'hui de rénover la condition. Il faut se dire que dans peu d'années, une vingtaine d'années, il y aura 21 millions environ de personnes de plus de 60 ans, dont plusieurs millions de plus de 85 ans, et avec beaucoup de centenaires. Donc, ces problèmes-là vont s'accroître, et on a oublié peut-être aussi de signaler l'utilisation de somnifères antidépresseurs, parfois un peu exagérés. Oui, on n'a pas pu tout évoquer dans votre livre, mais je le conseille vraiment, Les requins de la fin de vie. C'est paru chez Michel Lafon et c'est tout à fait glaçant, et vous devriez l'envoyer à notre Premier ministre et au Président de la République.